Possible d'avancer le pion isolé pour briser le centre. Cette action, bien planifiée, peut vous aider à libérer le jeu ainsi que vos propres pièces. Les caractéristiques stratégiques du pion isolé sont très complexes et nécessitent donc une étude pour mieux les comprendre. Cependant, les exemples nous ont montré leurs conditions de base. Voyons si nous pouvons les mettre en œuvre. Nous allons mettre en pratique le thème du pion isolé. Faites bien attention à l'échiquier. Les blancs ont le trait. Le défi est d'approfondir la position et de décider comment jouer contre le pion isolé D5. Courage! Vous avez de 3 à 15 minutes pour trouver le meilleur coup. Vous avez trouvé? Évaluons les différentes options. Une bonne idée est d'occuper la colonne ouverte avec tour AC1. Mais dans ce cas, les noirs se libèrent en avançant en D4. C'est la même chose si nous essayons d'occuper la colonne de la dame avec tour ED1. Les noirs continuent à se libérer par l'avancée. Quel est le coup qui mérite une mention très bien? Cavalier F3. Le cavalier est ainsi recyclé et on bloque en même temps l'avancée du pion. Par conséquent, cela empêche la libération du pion isolé et permet d'installer le cavalier blanc sur la puissante case D4. Et les noirs devront bien se défendre s'ils veulent faire une partie nulle dans cette difficile finale. Rappelez-vous cette excellente manœuvre de blocus du pion isolé. Osez-le avec un nouveau défi. Observez la position. Quel coup feriez-vous avec les blancs? Pensez-vous que ce serait une bonne option de faire une rupture en D5 ou préférez-vous un autre coup? Vous disposez de 4 à 20 minutes pour réfléchir tranquillement. Normalement, la rupture est bonne, mais pas tellement dans cette situation. Regardez pourquoi. Observez que l'activité du fou C8 et de la tour E8 est entravée par la présence du pion en E6. Par conséquent, avec l'avancée en D5, nous contribuerions précisément à leur redonner du jeu. Après les échanges, les noirs auraient un jeu très confortable. Il pourrait même se déplacer agressivement en recherchant le mat, en première rangée, avec tour D8. Quelle était alors la solution? Préparer la rupture avec un clouage. Si nous jouons fou G5, nous clouerons le cavalier, et donc la rupture sera beaucoup plus forte et efficace. Avec ce coup, nous profitons de l'espace laissé par le pion isolé pour terminer le développement en mettant toutes nos pièces en jeu. Une autre idée intéressante serait cavalier E5. Avec ce coup, nous pourrions utiliser l'importante case centrale E5 en notre faveur. Félicitations à ceux qui ont découvert toutes ces subtilités. Voyons à présent si nous sommes prêts à résoudre cet exercice. Je vous préviens, il est assez complexe. Nous parvenons à cette position. Les blancs jouent cavalier E5. Ce coup force les noirs à être prudents. Car s'ils vont en H6, la forte menace des blancs serait cavalier par D7. Alors les noirs jouent G6. La question est la suivante. Poursuivriez-vous l'attaque avec les blancs? Ce n'est pas facile, mais vous disposez de 4 à 20 minutes pour évaluer les différents coups. Bien entendu, le coup le plus fort est Dame H3. Dame H3. Avec elle, nous préparons des coups comme fou H6 pour jouer ensuite cavalier par F7.
Il s'agit d'une variante qui met les noirs dans une situation très compliquée. S'ils jouent cavalier D5, s'ensuit l'attaque prévue des blancs. Qui se termine par un mat en E6. S'il joue cavalier par H5 pour se défendre de l'attaque, les blancs pourraient échanger les cavaliers en D7 et faire une rupture en D5 dans d'excellentes conditions. Observez que la dame blanche cloue le pion E6 et que le fou cloue le cavalier G7. En outre, l'avancée du pion libérerait le jeu des tours blanches. Enfin, si les noirs prennent en E5 et sautent ensuite en D5, ils réussissent à éluder l'attaque. Mais après fou A4, ils perdent du matériel. Observez comment le coup récurrent fou A4 gagne la tour adverse. Nous avons pu vérifier que le coup dame H3 était totalement gagnant. Félicitations à tous ceux qui l'avaient trouvé. Bonjour Miguel. Bonjour Marcos. J'ai vu qu'aujourd'hui tu nous apportes une position typique de pion isolé. C'est ça. Dans cet exemple, nous verrons clairement comment l'avancée du pion isolé libère le potentiel d'action des pièces qu'il soutiennent. Parfait. C'est un thème très important qu'il faut revoir à fond. Parfait. Nous verrons comment, après la rupture, on peut souvent organiser une attaque sur le roi. Alors, on voit cela? Parfait. Alors allons-y. Nous observons la position typique du pion isolé. Égalité matérielle, toutes les pièces sur l'échiquier. La possibilité de briser cela surgit. En fait, c'est une partie où je jouais avec les blancs et je n'ai pas eu le moindre doute sur le coup correct qui était D5. Ainsi, je brisais la situation et libérais l'action de mes pièces. Soudain, le fou A2 vint participer de manière remarquable à la bataille. Mon adversaire prit E par D5 et ici, je fis un coup normal. Cavalier par D5, un coup automatique, et mon adversaire s'arrêta, à juste titre, pour réfléchir. Car maintenant, on voit clairement que s'il continue à jouer normalement, après cavalier par D5, fou par D5 et fou B7, le terrain devient déjà propice pour une combinaison gagnante. Nous le voyons, fou F7 échec, roi par F7, suivi de l'attaque décisive dame B3 échec. Le roi est amené au centre, où il va être exécuté de manière implacable par les pièces blanches qui agissent de manière parfaitement coordonnée. Bien, revenons à la position après la rupture et la prise en D5. Comme tu le vois, dans cette variante, les pièces blanches deviennent terriblement actives après la rupture avec le pion isolé. Oui, et en plus, elle profite de la faiblesse de la case F7. C'est pourquoi mon adversaire décida de le protéger. Au lieu de prendre en D5, il joua fou E6. Après fou E6, j'avais calculé que je pouvais gagner la paire de fous et avoir une position très confortable en prenant l'important fou E7. La partie se poursuivit par cavalier par E7. Mon adversaire prit tour par E7 et le jeu continua comme je l'avais plus ou moins calculé avec fou par E6. On échangea pas mal de pièces, et voyant que le roi allait s'affaiblir, les noirs jouèrent correctement l'échange de dames, afin que cette faiblesse du roi ne soit pas trop grave. Et ils parvinrent à une position un peu inférieure, comme on peut le voir ici. Voici la position après le 25e coup des noirs, et l'on constate que les blancs se trouvent un peu mieux. J'ai été capable de transformer ce petit avantage en victoire en gagnant en 61 coups. Mais, malgré ma victoire, je n'étais pas entièrement convaincu et en rentrant à la maison,
Après avoir analysé la partie, je compris que j'avais perdu l'opportunité de monter une attaque très dangereuse sur le roi. Oui, c'est vrai. Il semble qu'il y ait une autre variante, n'est-ce pas? Mais laquelle? Oui, il y avait quelque chose d'autre, effectivement. Nous allons le voir. Nous récupérons la position initiale à partir de laquelle nous développerons la variante que je n'ai pas vue, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'après la rupture, la prise cavalier par D5 est un coup qui se fait de manière automatique. Mais parfois, aux échecs, il faut ne pas être aussi automatique et réfléchir davantage. Comme tu l'as bien dit auparavant, la faiblesse de F7 était essentielle. Et j'aurais pu jouer cavalier G5, un coup difficile, mais qui empêche fou E6 et qui, en outre, fait pression sur le point F7. Avec ce coup, la prise ultérieure en D5 va avoir des effets absolument dévastateurs dans la position des Noirs. C'était un coup absolument gagnant. Nous pouvons voir par exemple que cavalier G4, pour passer à la contre-attaque sur la position de mon fou, sera suivi par le sacrifice du cavalier en F7, car on peut difficilement concevoir un meilleur coup pour les Blancs. Juste à titre indicatif, je vous montre comme c'est facile de jouer l'attaque des Blancs. Le développement coule de source, et en fait, on fait très vite mat avec la variante que je vous montre. Un très joli mat avec toutes les pièces blanches au travail. Le coup routinier cavalier D5 m'empêcha de gagner la partie aussi brillamment que ce que je viens de te montrer. Tu vois, il faut faire constamment des efforts pour éviter la routine et maintenir beaucoup de créativité. Nous en tiendrons compte. Merci beaucoup, Miguel. Merci Marcos. L'un des plus importants moyens en finale de partie consiste à couper les sorties du roi ennemi en empêchant ainsi sa participation dans la lutte. La façon la plus courante de le faire est à travers la tour, qui peut couper le roi à la fois horizontalement et verticalement. La coupure horizontale en 7e rangée est l'une des techniques les plus importantes de l'attaque. Elle a de la valeur à la fois du point de vue tactique et stratégique. Elle peut servir à créer un réseau de maths et en phase finale, elle s'utilise pour laisser le roi ennemi dans la pire situation possible, isolé et exposé aux attaques. Observez ce cas. Les blancs barrent la 7e rangée avec la tour et laissent le roi noir pris au piège sur la première rangée. De plus, pour garder le pion H7, le roi noir devra demeurer esclave de sa défense. Mais si les noirs ne font rien pour l'éviter, le roi blanc va aller à la case F6, d'où il pourra préparer le réseau de maths en collaboration avec la tour. Donc, dans cet exemple, les noirs avancent leur pion pour essayer de détourner l'attention des blancs. Mais comme nous le voyons, les blancs poursuivent leur plan et menacent le fou sans quitter la 7e rangée. Le fou se retirera en maintenant la défense du pion et le roi blanc commencera son pèlerinage vers la case F6. Attention à la procédure utilisée par les noirs. Le plan des blancs est très fort, mais les noirs ont trouvé un moyen pour l'arrêter, même momentanément. Ils ont mis leur fou en F7 et cachent leur roi derrière lui. De cette façon, ils défendent la coupure en 7e rangée. Le fou a été cloué, mais au moins, les noirs ont réussi à maîtriser la case critique F6. Le problème est que maintenant ils perdent leur pion, et les blancs conservent la possibilité de revenir à la 7e rangée. Dans ce cas, les noirs seraient dans une position perdante. C'est pourquoi le seul recours qu'il leur reste est d'avancer leur pion et d'essayer de l'échanger contre le dernier pion blanc. Cela leur permettrait également d'ouvrir un débouché pour leur roi. Dans d'autres situations, cette défense serait suffisante pour faire une partie nulle, mais pas ici. C'est parce qu'après l'échange, les blancs disposent du coup roi F6, qui implique la menace mortelle tour H4 mat. Alors, les noirs n'ont pas d'autre choix que de sacrifier le fou et d'essayer de promouvoir leur pion. Mais avec un pion aussi arriéré, ils perdent facilement, comme nous pouvons le vérifier dans cette séquence finale.
Attention, si les blancs n'avaient pas coupé le roi ennemi à son premier coup, la victoire ne serait pas si claire. S'ils avaient commencé par roi F4, les noirs auraient joué roi F7 et auraient empêché l'invasion en 7e rangée. Les blancs auraient eu beaucoup de difficultés pour gagner dans cette position. Selon l'emplacement du roi, la tour peut être utilisée pour couper verticalement. Observez cette position. La finale est techniquement gagnée pour les blancs car ils ont l'avantage de la qualité. Mais cela requiert un jeu très précis et le premier coup est crucial. Les blancs doivent jouer tour B5 pour dominer la colonne B, en emprisonnant le roi ennemi dans la colonne A et en lui refusant l'accès au champ de bataille. Maintenant que les blancs ont éliminé une force ennemie importante, ils peuvent déplacer leur roi par les cases blanches pour entrer en contact avec le pion en F6. Le plan des blancs est de sacrifier leur tour contre ce pion au moment opportun. Nous allons le voir dans une variante. Les noirs attaquent la tour avec roi A6, mais celle-ci s'écarte en gardant la coupure verticale. Maintenant, tandis que les noirs perdent du temps, les blancs poursuivent leur plan et préparent tout le nécessaire pour jouer tour F1 et attaquer, avec l'aide du roi, le pion en F6. Après ce coup, le roi noir est libre, mais il est trop loin. C'est pourquoi, lorsque les blancs prennent en F6, le roi noir n'arrive pas à temps pour contrôler le pion. Puis le roi blanc occupe l'une des cases efficaces et la promotion du pion est assurée. Ainsi, après la prise en F6, les noirs peuvent essayer de renoncer à la tour et défendre leur pion avec fou F4. Mais comme nous le voyons, les blancs continuent à vouloir sacrifier leur tour pour gagner de la même façon que dans la variante précédente. Alors, vous l'avez vu, il est très important de couper verticalement. Dans ce cas, la coupure horizontale ne servait pas pour gagner la partie. Regardez. Jouer tour D6 semble une bonne idée, car elle coupe le roi et permet d'attaquer le pion F6. Cependant, le roi peut s'approcher du champ de bataille et arriver à temps pour participer à la lutte. Désormais, il sera beaucoup plus difficile pour les blancs d'obtenir une victoire. Alors rappelez-vous, la coupure du roi est un excellent moyen pour le laisser hors de combat. Cependant, nous devons toujours évaluer la position pour décider quelle est la meilleure façon de le faire, horizontalement ou verticalement. Tout comme nous avons soutenu que la coupure du roi était un grand moyen, nous devons garder à l'esprit que ce sera très dangereux pour nous de subir cela. Donc, nous allons voir comment nous pouvons nous défendre des coupures. Imaginez que nous jouons cette position avec les noirs et nous décidons de prendre le pion C4 non défendu. Nous ferions une grave erreur. Les blancs doubleraient leur tour en 7e rangée et la coupure du roi serait définitive. Attention à cet important mat. La tour fait échec en G7, un nouvel échec en H7, et cela finit par tour G7, échec et mat. N'oubliez pas que la 7e rangée est aussi un formidable moyen d'attaque en finale de partie. Notez qu'ici, si les noirs essaient de se défendre en ouvrant une sortie pour le roi, ils restent dans une très mauvaise position. Les tours blanches dominent complètement le jeu en finissant par menacer tour H8 mat. La mauvaise position du roi noir fait qu'il est la proie des tours blanches. Et si les noirs éloignent leur roi pour parer le mat avec tour E8, de nouveaux pions tomberont aussitôt. Et s'ils essayent de les défendre avec tour E6, ils perdront la tour. Ici, vous pouvez voir comment, après tour G8 échec et l'échange, les blancs disposent d'un nouvel échec qui gagne la tour noire.
Il est vrai que dans ce cas, les conséquences sont très directes et que dans d'autres situations, elles peuvent être moins graves. Mais nous devons toujours éviter de couper dans la 7e rangée. Comment? Avec tour F7. La méthode de défense consiste à nous battre avec nos propres pièces pour la domination de la 7e rangée. Ainsi, nous permettons à notre roi de sortir. En cas d'échec, le roi pourra s'échapper. Si les blancs font des efforts pour contrôler la 7e rangée en doublant les tours, nous pouvons à présent échanger et prendre le pion en C4. Le danger est beaucoup moins grand qu'avant, parce que c'est seulement une tour qui attaque le roi. La coupure en 7e rangée est toujours très ennuyeuse, mais nous ne courons plus le risque d'être maîtres en quelques coups. Rappelez-vous, pour nous défendre contre une coupure, nous devons lutter pour le contrôle de la rangée en interposant nos propres pièces. Voyons une partie exemplaire du maître Capablanca, jouée en 1924 contre Tartakower. Observez la position. Capablanca, qui jouait avec les pièces blanches, avait sacrifié un pion. Mais en échange, il avait réussi quelque chose d'important. La tour coupait le roi ennemi sur la 7e rangée. Il avait aussi un pion passé qui pouvait être très utile en peu de coups. Qu'est-ce qu'il lui manquait pour obtenir un avantage? La participation du roi. En effet, la coupure en 7e rangée provoquait la passivité du roi défenseur, et la façon de mettre en évidence ceci était de parvenir à ce que le roi blanc soit actif. Pour y parvenir, Capablanca ne s'est pas préoccupé de son pion sans défense en C3, et a joué roi G3 dans le but de le conduire vers des zones actives. Après la prise en C3, le roi blanc a continué à avancer, tandis que Tartakower continuait d'essayer de gagner du matériel. Regardez, 2 pions blancs étaient sur le point de tomber, voire 3. Cela aurait signifié un avantage matériel écrasant pour les noirs. Mais ce qui est certain, c'est que Capablanca avait à l'esprit des objectifs plus ambitieux, tels que le mat ou la promotion du pion. Alors il avança en G6 pour préparer l'entrée de son roi en F6. Avec tour E4, Tartakower voulait se battre pour la coupure en 7e rangée, mais Capablanca ne le permettait pas. Avec le coup roi F6, Capablanca atteint l'activité maximale de son roi avec une position très agressive face à la passivité de son homologue. Et maintenant, regardez le détail suivant. Capablanca ne prit pas le pion F5 afin de l'utiliser comme un parapluie. Qu'est-ce que cela signifie? Si ce pion n'était pas là, les noirs pourraient se défendre en mettant en échec verticalement. Mais le fait qu'il reste dans cette position facilitait l'attaque des blancs. En fait, à ce moment-là, les blancs menaçaient déjà mat en un coup avec tour H8. Les noirs ont dû l'éviter par le seul coup, roi G8, qui le gardait près du pion. Capablanca s'est disposé ensuite à échanger la tour de côté pour menacer de mat. Mais d'abord, il fit un petit échec pour que le roi ennemi soit encore plus mal placé. Maintenant, effectivement, tour par C7 menaçait tour C8 mat et la tour noire se vit contrainte à rester passive. L'avantage matériel des noirs commençait à s'estomper. Et maintenant, sans le danger des échecs arrière, le roi blanc put prendre le pion F5. Le matériel était égalisé et en outre, les noirs étaient dans une position très inconfortable. Ils avaient 2 pions faibles, le roi coupé et la tour passive. Alors le reste a été facile pour Capablanca. Après avoir évité certains échecs, il se disposa à sacrifier du matériel avec G7 échecs. Il invitait Tartakower à entrer dans une finale de roi qui serait perdue pour les noirs. Comme vous pouvez le voir, le roi blanc pouvait prendre les pions adverses et contrôler l'accès à la case de promotion. C'est pourquoi Tartakower essaya de se maintenir avec la tour. Mais alors Capablanca a commencé à prendre les pions faibles. Observez que la situation s'est inversée. Désormais, c'est Capablanca qui a 2 pions de plus.
De là, il a abandonné la défense de A4 et s'est concentré sur la promotion de son dernier pion. La finale était gagnée d'avance. J'espère que vous avez apprécié l'excellente technique de celui qui a été le meilleur joueur de son temps, José Raúl Capablanca. Il est temps de nous confronter à des positions qui impliquent d'une quelconque façon une coupure du roi. Voyons dans la pratique la question des coupures. Soyez attentifs à l'échiquier. C'est une position assez équilibrée. Les noirs ont un pion d'avantage, mais la position des blancs est plus agressive. Alors, après la prise en F6, comment répondriez-vous avec les noirs? Vous prendriez en F6 avec la tour ou avec le pion? Gardez à l'esprit tout ce que nous avons étudié. Vous disposez de 3 à 15 minutes pour trouver comment vous récupérer en F6. En effet, il est préférable de prendre avec le pion. Si nous prenions avec la tour, après l'échange et la reprise, les blancs pourraient envahir la 7e rangée avec leur tour, et cela entraînerait des conséquences très désagréables. En revanche, si nous prenons avec le pion, quand les blancs occupent la 7e rangée, les noirs peuvent la défendre avec tour F7. Après les échanges, la situation est très différente, parce que la tour blanche n'a seulement accès qu'à la 6e rangée. En outre, les noirs ont les moyens de se défendre et d'empêcher l'entrée en 7e rangée. Par conséquent, pion par F6 était un bon coup défensif. Voici une autre occasion de pratiquer la coupure du roi. Regardez. Les blancs ont le trait. Il est vrai qu'il n'y a pas de tour, mais précisément cet exercice nous enseigne d'autres moyens pour couper le roi. Mais lesquels? J'ai déjà donné un indice, et maintenant vous avez de 2 à 10 minutes pour réfléchir au prochain coup des blancs. Vous avez certainement trouvé le coup cavalier F3. Avec ce coup, les blancs vont coordonner leurs pièces pour couper le roi ennemi. Observez, le pion G4 contrôle les cases blanches H5 et F5. Le cavalier domine les noirs G5 et E5. Enfin, le pion C4 contrôle D5 et B5. Les 3 pièces forment une barrière infranchissable, et en outre, le roi blanc se dispose à contrôler la dernière case libre, A5. Et si ce n'était pas suffisant, toutes les pièces blanches sont placées sur des cases blanches et ne peuvent pas être déstabilisées par le fou ennemi. Après A5, les blancs jouent roi B3. Et la position est nulle. Vous pouvez le vérifier vous-même. Il suffit de maintenir le roi blanc entre les cases A4 et B3 jusqu'à ce que l'adversaire se fatigue et signe la partie nulle. Mais avant de faire les vérifications pertinentes, notez que ce serait une erreur d'essayer de récupérer du matériel. Si nous avions joué cavalier E4 échec, nous aurions pris un pion, mais les noirs auraient plus de matériel et pourraient utiliser le roi pour attaquer nos pions. Les blancs seraient dans une situation très délicate s'ils n'avaient pas empêché l'entrée en action du roi noir. Nous allons augmenter un peu la difficulté. À présent, vous allez devoir vous confronter à un exercice assez complexe. Ce n'est pas facile, concentrez-vous sur l'échiquier. Les blancs ont le trait. Ils ont une position un peu plus active. Comment pourraient-ils réussir à avoir l'avantage ? Vous disposez de 5 à 25 minutes pour approfondir la position et répondre à la question. La solution consiste à détecter que les blancs peuvent envahir la 7e rangée avec leur tour. Mais pour ce faire, ils doivent le préparer avec quelques coups préalables. D'abord, ils doivent jouer cavalier par G6.
Les noirs sont contraints à prendre en G6. Alors le fou blanc cloue le cavalier ennemi. Maintenant, les noirs doivent le défendre. Ils peuvent le faire avec la tour ou avec le pion. S'ils le font avec le pion, les blancs peuvent prendre en D5 et aller directement sur la 7e rangée avec la tour pour attaquer les pions ennemis. Par conséquent, il vaut mieux pour les noirs défendre le cavalier avec la tour. Mais comment les blancs doivent-ils maintenant agir? Pour trouver la solution à ce problème, vous devez trouver le coup qu'ils doivent faire. Vous l'avez? Observez que l'entrée directe sur la 7e rangée est inutile car les noirs déclouent avec roi F8 et repoussent l'attaque. Le cavalier défend le pion C7. Ce n'est pas non plus une bonne idée de prendre le cavalier pour jouer tour E7. Car la tour noire s'active et finit par obtenir l'avantage. La clé était donc de trouver le coup tour E5. Elle attaque le cavalier et permet le coup C6. Maintenant, tour E7 réussit effectivement à couper et à gagner le pion B7. La partie pourrait continuer par B5. Après l'échange, les blancs ne peuvent pas prendre le pion parce que le cavalier prendrait la tour. Alors, pour jouer pour gagner, il faut maintenir le clouage et lorsque le roi noir se décloue, nous prenons enfin le pion A7. Par conséquent, nous aurions gagné un pion. S'ensuivrait cavalier F6, tour B7, tour par D4, tour par B5, et les blancs parviendraient à avoir des chances de gagner la finale grâce à leur pion supplémentaire. Tour E5 était un coup de maître très subtil. Si vous l'avez découvert, c'est parce que vous vous améliorez de façon spectaculaire et parce que vous comprenez peu à peu les secrets de ce jeu. Vous savez, on ne naît pas génie, on le devient. Alors, continuez à vous entraîner.